Doki Doki Literature Club est un jeu difficilement oubliable. Depuis sa sortie, il n'a cessé de provoquer l'émoi des joueurs, au point de rassembler une communauté extrêmement active autour de lui. Et en même temps, ce n'est pas pour rien. Il s'agit du genre de jeu que l'on peut facilement qualifier d'expérience. Il est à classer directement dans la catégorie d'œuvres qui nous laisse une impression de vide une fois fini. Un jeu dont on aimerait pouvoir effacer le souvenir afin d'y rejouer, une véritable leçon d'écriture et de mise en scène dans l'univers du jeu vidéo. Et personnellement, je me rappelle très bien de ma première partie. Je me rappelle m'être plongé au cœur de l'histoire avec le plus de passion que je pouvais. Je me rappelle de l'écriture qui rendait les personnages si perceptibles, si présents. Et je me rappelle de la suite. Je me rappelle de la culpabilité, de la pure angoisse avant de découvrir le destin de Sayori. Puis l'incompréhension, la peur. Entraîné par l'incroyable mise en scène du jeu, je n'arrivais plus à m'arrêter de faire avancer le texte, fasciné par cette messe en l'honneur du malaise, terrifié par la vérité que je ne voyais pas jusque-là, chaque détail m'apparaissant effroyablement comme les sinistres révélations qu'elles étaient. Et quand on finit le jeu, un sentiment de fatalité nous envahit. Quoi que l'on fasse, toujours le même déroulement. Quels que soient nos choix, toujours les mêmes horreurs. Le suicide de Sayori suivi de celui de Yuri, puis la disparition de Natsuki. Chaque personnage disparaissant l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il reste juste Monika. On pourrait alors se dire que cette fatalité implique que les choix n'ont pas d'importance, que ce sont juste des artefacts superficiels d'interaction avec le jeu. Eh bien c'est ce à quoi nous allons nous intéresser, plongeant une fois de plus dans les abîmes de cet incroyable jeu. Durant le jeu, les choix se limitent à qui vous allez dédier vos poèmes et qui vous choisissez pour préparer le festival. En gros, à qui vous donnez votre attention. On va donc différencier plusieurs voies de déroulement des événements, en fonction de la fille que vous choisissez. Ici, l'idée est que chacun de vos choix sert à vous impliquer dans le jeu. Vous choisissez la fille qui vous plaît le plus. Et si vous jouez le jeu, vous allez mettre du cœur dans la séduction du personnage. Vous allez vous impliquer dans la narration et vous créer des enjeux. Dans un simulateur de drague traditionnel, cette implication va servir à mieux profiter de la finalité du jeu. Le choix se limite à choisir la fille avec qui on va finir. Et bien sûr, ici on croit que c'est également le cas, mais le jeu va se servir de votre implication pour la retourner contre vous. Avec son écriture franchement réussie, il va vous piéger en vous plaçant votre amour, votre fierté, votre énergie dans le premier acte et s'en servir comme base d'un levier accentuant l'horreur dans le deuxième acte. Si vous choisissez la voie de Sayori, vous allez être écrasé par la culpabilité de ne pas avoir vu sa dépression. Et dans la deuxième partie, vous allez en plus vous rendre compte des problèmes des autres. Si vous choisissez la voie de Natsuki, le fait d'ignorer les problèmes de Sayori et de Yuri justifie l'horreur que vous vivez, en plus de ne pas comprendre ce qui ne va pas chez Natsuki. Si vous choisissez la voie de Yuri, la pire selon moi, non seulement vous ignorez les problèmes des deux autres, mais tout l'intérêt que vous portez à Yuri va vous revenir comme une vague, quand vous allez vous apercevoir de tout ce qui se cachait derrière les indices de la première partie. En fait, le jeu vous punit d'avoir considéré les filles comme de simples objectifs, de ne pas avoir lu entre les lignes, de ne pas avoir compris les problèmes de chacune. Et même si vous ne vous investissez pas dans le jeu, si vous considérez juste ça comme un simulateur de drague classique, sans intérêt, et que vous vous amusez avec sans vous impliquer, la deuxième partie vous punira quand même, puisque votre désinvolture sera mise à mal. Parce que s'impliquer ou non dans un jeu est déjà un choix. Le premier que l'on fait est un des plus importants. Mais plus encore. Quand Monika montre sa sentience à la fin du jeu, non seulement elle met à mal vos repères esthétiques et scénaristiques, mais elle remet en question votre rapport à l'avatar en s'adressant à vous. Et elle va inverser la situation. Ce n'est plus vous qui obligez des personnages virtuels à vous aimer, mais c'est elle qui vous oblige, personnage réel, à l'aimer en prenant contrôle d'une partie de votre ordinateur. Elle vous met d'égal à égal, non plus un joueur et un personnage, mais deux joueurs dans deux réalités différentes. Et par là, le jeu vous démontre l'impossibilité d'une telle relation, y compris l'impossibilité d'un amour d'un personnage réel envers un personnage virtuel, comme ce que vous avez essayé de faire dans la première partie. Et dans la chanson de l'épilogue, tout exprime cette idée. Ici, on nous rappelle que Monika nous a pris en otage, mais également que nous avons pris en otage les personnages du jeu. Là, c'est l'expression de l'impossibilité d'avoir les mêmes notions d'amour, et en même temps une incitation à reconsidérer notre propre concept d'amour, qu'évidemment on a échoué à appliquer dans le jeu. Enfin, la conclusion de Monika qui l'amènera à se sacrifier pour corriger ses erreurs et les vôtres, en espérant que vous compreniez la leçon du jeu. Car en effet, après ça, une idée est évidente. Le choix que vous avez fait tout au long du jeu, c'est d'avoir fait des choix, d'avoir choisi une ou plusieurs filles, d'avoir oublié de réellement comprendre les personnages et leur complexité. Mais au final, il reste un choix à faire, un seul bon choix. Le seul qui vous emmènera vers une fin différente, une good ending. Celui de rechercher cette good ending. Oui, puisqu'elle existe. C'est un processus long et fastidieux qui peut se résumer par le fait de satisfaire tous les chemins à la fois. Donc d'après le jeu, le seul moyen d'avoir une bonne fin est de mettre de côté toutes ses préférences, de ne pas chercher à se satisfaire soi, mais le jeu et ses personnages, même si cela est long et difficile.
Au final, c'est plus qu'un message sur notre rapport à l'avatar et au personnage, mais véritablement un objet de remise en question du joueur, sur son comportement et une vraie leçon d'amour. C'est un jeu qui est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser, et tout son message se base sur le fait que vous avez le choix. Le choix sur la manière dont vous abordez le jeu, le choix sur la voie qui vous détruira le plus, le choix de changer ou pas le destin des personnages du jeu. Ils sont peu mais ils forment l'essence de Doki Doki, du début à la fin. Et je pense que bien des jeux devraient s'inspirer de la manière dont Doki Doki utilise son système de choix, puisque ça témoigne d'une réelle intelligence et d'une maîtrise des codes du médium vidéoludique qui force l'admiration. Mais quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous ouvrirez Doki Doki, je sais que ce n'est pas tant pour pouvoir draguer des psychopathes que pour revivre l'incroyable aventure que l'écriture et la mise en scène de ce jeu vous offrent. Pouvoir revivre ne serait-ce qu'un tant soit peu les sensations que vous avez ressenties la première fois que vous avez fini le jeu. Alors la prochaine fois que vous voyez Monica, dites-lui que vous avez compris, qu'il n'y a plus à s'en faire, et quand vous supprimerez son fichier, rappelez-vous que toujours, vous avez le choix.